Je m'appelle Mas. J'ai essayé de faire une ferme pédagogique là où nous sommes. Ça, c'est la salle pédagogique où nous essayons de dispenser des cours en permaculture, surtout pour valoriser les matières locales. C'est ça qui fait que ça. L'objectif, c'est de la réinsertion sociale à travers l'agriculture et l'élevage. C'est ça que nous souhaitions parce qu'on a commencé notre projet par l'assistanat. Et au moment donné, on se sent que ça ne peut pas continuer. D'où on a viré la direction vers la réinsertion à travers des actions concrètes, dont l'agriculture, parce que l'alimentation est incontournable dans la vie de l'humain. C'est pourquoi nous sommes dans la salle pédagogique qui est construite il y a 2 ans, 3 ans, avec le recyclage des bouteilles plastiques. C'est des bouteilles plastiques remplies de sable qu'on a essayé de valoriser ou de recycler. C'est ça l'importance. Et tout ce qui est en Afrique n'est pas négatif. Il faut que les gens aillent vers la valorisation des matières locales. Nous sommes là uniquement pour accueillir des gens, à accompagner surtout des groupements, des GIE, groupements d'intérêt économique, à les former dans notre façon de voir, à échanger surtout avec eux, parce qu'il ne faut pas leur montrer l'aspect dominant. Et là, si les maçons ou des jeunes entrepreneurs pouvaient faire des belles salles, des belles cuisines, des belles toilettes dans le monde rural ou dans euh, le monde urbain, c'est pas mal. Donc, je pense que ça, c'est une technique aussi qu'il faut vulgariser. Nous avons 2,5 hectares ici présents. Nous sommes situés dans le département de Mbour, dans la commune de Malikunda, plus proximement vers Mbodjen. Nous, notre ferme est une ferme qu'on appelle ferme Moringa parce que le Moringa, on dit qu'il soigne plus de 1000 maladies. Nous aussi, on rêve régler beaucoup de problèmes liés à l'humain. Autrement dit, de faire comprendre aux locaux que vous avez quelque chose au pied à votre pied, il faut y aller. Donc, c'est ça le sens de l'animation sociale et rurale qu'il y a derrière la ferme pédagogique. Nous sommes 5 personnes, 2 techniciens qui viennent de rejoindre le programme il y a 2 mois, qui viennent de l'université pour que le package de la formation soit solide. Parce que tout seul, je ne pourrais pas tout faire. Maintenant, je m'associe avec ces 2 techniciens pour qu'on conçoit des protocoles, mais arriver d'une façon basique parce que tout le monde n'est pas censé d'aller à l'école d'agriculture ou former dans le domaine. Donc, nous sommes revenus pratiquement terre à terre pour pouvoir les former. Les 3 autres sont des ouvriers qui travaillent dans le maraîchage, c'est des patrons, etc. Ils ont une connaissance, ils ont une expérience. C'est ça qu'on essaie de valoriser. Le maïs, là, on l'a produit sur place pendant l'été. Et ça, vous savez très bien que le maïs demande beaucoup d'eau. Mais nous, on a essayé de prendre une variété précoce que l'Institut de recherche agricole du Sénégal a mis en place. Et on essaie de faire le cow-boy pour l'expérimenter, voir le taux de rendement et aussi le goût de l'alimentation et la valeur nutritive qu'il y a. Ici, nous sommes devant la première case construite à la ferme. Et ce que vous voyez comme ça, c'est de la latérite, c'est des carrières disponibles auxquelles on utilise 10 à 15% de ciment et il ne fait pas chaud, c'est isolant. Quand ça fait froid, tu rentres à l'intérieur, tu sens une chaleur. Et quand ça fait froid et tu rentres aussi, c'est l'effet contraire. Ça, c'est des papayes d'une variété qu'on essaye de rentabiliser avant de lancer dans un hectare, dans un demi-hectare, dans 5000 mètres carrés, etc. Nous voulions savoir chaque pied de papaye peut produire combien de kilos de papaye. Parce que nous avons prévu dans le programme l'éducation financière. Et les gens se réveillent, voir que Mas a réussi son oignon, Mas a réussi ceci, Mas a réussi ceci. Tout le monde s'y lance sans se préparer sur les prix de revient. Quelle matière il faut utiliser, combien ça coûte de temps pour y arriver à terme. C'est ça qu'on essaye de montrer aux gens. Donc, ce maïs, on l'a expérimenté sur 2 hectares. C'est extraordinaire le rendement qu'on a pu obtenir. Et derrière, nous voulons lancer une coopérative en microfinance que tout le monde cultive et nous, on le rachète derrière en mettant une coopérative de rachat. Comme ça, personne ne nous doit rien, on ne doit à personne rien. Et quand on vend aussi les bénéfices, on prétend d'appuyer des jeunes en formation agricole ou l'élevage, etc. Tous les Sénégalais devraient vivre dans cette matière. On l'a construit il y a 5 ans, on n'a jamais vu de fissure et c'est adapté par rapport à la santé des humains, autrement dit des Africains. Autant de latérite
en Afrique, autant de bois au Canada. Et les Canadiens font des maisons en bois. Donc nous devrions faire des maisons pareilles. Mais quand les gens voient les statistiques et la beauté de tout finition, ils pensent que ça coûte excessivement cher. Non, c'est pas vrai. Ce n'est que 15-10% de ciment. Bon, les grandes firmes de cimenterie ne vont pas accepter qu'on continue à vulgariser ces trucs parce que ça leur fait moins de tonnes de ciment vendues en annuel. Et surtout la papaye, vraiment, elle est intéressante sur le plan médical. Elle est antioxydant. Donc, ces confitures, ces jus, etc., et même la peau et les graines, nous sommes arrivés même à les sécher à l'ombre pour faire en poudre pour sexer les poissons. Ici, nous avons 200 mètres carrés de concombre. Alors, il y a 560 pieds de concombre dans les sacs ultraviolets où on a mis nos substrats qu'on appelle sol vivant. Et on les a paillés aussi avec des fibres de coco, qui est un substrat extraordinaire. Il a une capacité de rétention d'eau, il est drainable, il a une présence de cation, autrement dit, une activité cationique à travers lesquelles il peut donner aux plantes ce qu'ils ont besoin. Voilà l'essentiel. Et son pH aussi, on l'a mesuré à 5,6, voire 6,9. 5,8, pardon, et 6,9. Voilà le pH qui est compris entre d'excellents trucs. Nous, on vérifie tout. Un tas de compost que vous voyez, il y a plusieurs substrats. Nous avons les algues de la mer qu'on a nettoyées les traces de sel et qu'on a mélangées avec des feuilles de filao, qu'on a mélangées avec différentes sortes de terre. Il y a la latérite rouge que vous voyez comme ça qui est ferreux et il y a l'argile noire aussi et des fumier de poulet, fumier de tout qu'on essaye de peler le sol vivant. Et alors, comment le transmettre aux autres pour qu'ils comprennent? On arrivera à se baisser. Comme ça, on ne leur parle pas de pH, Rodoc pH, notre pH alcalin, ils vont se perdre. Nous, on essaie de leur dire, si vous faites ça, ça peut arriver. Donc, autrement dit, la jeunesse commence à embrasser des études agricoles et de la production à la transformation. Peut-être dans l'avenir, on peut lever notre ton, notre effet scientifique. Mais maintenant, j'ai du mal à parler clairement, scientifiquement, vous comprenez mes discours, c'est basé que sur le social, sur les changements de mentalité. Donc, ça nous permet de voir valoriser non seulement la poubelle sénégalaise, mais aussi de travailler d'une façon écologique, recycler tout et de ne plus laisser ça pourrir ou se jeter. Ici, nous sommes devant les plaques solaires. Il y a 6 plaques montées en haut de 270 volts et qui font marcher une pompe qui fait 9 mètres cubes l'heure dans un forage de 90 à 110 mètres de profondeur. Ici, nous sommes devant des bassins, par exemple des chutes d'eau. On va de la façon d'une façon gravitaire et faire descendre l'eau facilement vers 19 heures. On les remplit avec la pompe solaire dans la journée, mais on attend. Bon, l'objectif, c'était de tester, mais nous avons un programme avec des nouveaux petits bassins qu'on a construits pour pouvoir couvrir à l'ombre ça, pour ne pas laisser l'eau dans la forte chaleur. Nous sommes devant le bassin piscicole qui a fait 2 ans ou 3 ans ici, et vous verrez les tuyaux qui traversent comme ça, qui font des petites pipettes, c'est ce qui apporte aux poissons de l'oxygène. Je pense que les nouveaux bassins, le nouveau module qu'on a mis en place sont modulables, détachables. Les gens, il n'est pas exclu de voir des gens dans le monde rural qui le mettent même derrière la maison. Non seulement ils vont consommer des protéines à travers le poisson, mais ils vont avoir de quoi mettre derrière les arbres fruitiers qu'ils mettront derrière la maison et les eaux usées. Ces plaques solaires ont fait quelques 2 ans ici sans problème pour le moment. Notre but, c'est de mettre des batteries et encastrer pour pouvoir travailler à tout moment. Parce qu'on n'a que la possibilité de prendre de l'eau que dans la journée. Tout ça, on est en train de réfléchir comment descendre à 1,5 mètre de haut pour avoir quelques barres pour la pression naturelle. Donc, on va essayer de diminuer la hauteur d'une autre façon. Même dans le bassin prochain, on peut mettre de la pisciculture à travers. On peut élever des poissons dedans pour avoir vraiment non seulement de l'engrais organique, mais avoir de quoi revendre pour autonomiser la ferme dans l'avenir. Dans cette direction de convaincre par l'exemple, on ne veut pas attirer les gens
vers l'agriculture purement moderne, on va les perdre. Dans un pays à 75% d'analphabétisme, il faut faire attention. Comment motiver la population à s'adhérer à la terre, à s'adhérer à l'élevage, à des petites techniques de compostage, etc. Il faut y arriver à leur niveau. Et ça, éviter les arrosages en plein soleil pour évaporer, pour économiser l'eau. Même si on ne paye pas l'eau dans une facture, essayons de penser aux autres. Parce que quand il forme la personne, il faut le former dans le bon raisonnement. Nous voulons qu'il comprenne le rôle du solaire. Dans toute la ferme, vous verrez que du solaire. Oui, bonjour, je m'appelle Ahmed Ka. Je suis technicien agricole en agroécologie. Donc ici, on est au niveau du bassin. Donc on a 2000 sujets à l'intérieur. Donc ce sont des poissons tilapia. Je suis devant les bananes. Alors, non seulement je n'ai pas démarié les pieds, parce que le fait que s'ils regroupent comme ça, ils ne produisent pas vite des fruits. Mais mon premier objectif, ce n'était pas d'avoir des fruits, c'était pour régler un problème des acariens, le problème de certaines maladies fongicides, parce qu'on n'est pas loin de la mer. Donc on est au 4e mois. Donc à chaque 2 jours, on renouvelle l'eau, parce que l'eau est un peu sale. Et si l'eau est sale, les poissons n'auront pas de l'oxygène pour respirer. Et comme la banane est antioxydant, ces feuilles capturent certaines choses. Ils jouent un rôle primordial dans la prévention. Donc ces trous-là que vous voyez là permettent l'eau d'entrer et de sortir, parce qu'on va mettre la pompe à l'intérieur. C'est la pompe là qui va puiser de l'eau pour le sortir. Et on va utiliser cette eau là pour arroser les plantes. Au niveau des serres, ou bien on va enlever ce tuyau là qui servent de bouchon pour éviter les poissons de sortir. Donc on va arroser les bananiers avec l'eau des poissons qui est assez riche. Alors, je vais les démarier avec mon équipe pour pouvoir avoir des fruits. Mais non seulement des fruits, mais on réglerait un problème scientifique, un problème de lutte contre les maladies d'une façon préventive. Il ne faut pas attendre d'être malade pour courir. Dès qu'on ne se sent pas bien, et approchons-nous de nos médecins. Les plantes, pareil. Dès qu'on voit les feuilles changer ou quelque chose, il faut y aller dans le sens de la prévention. Mais dans l'année, il y a 2 saisons. Quand, à partir d'octobre jusqu'à février, dans cette partie de l'année-là, les poissons vont durer 7 mois pour arriver à maturité. Mais dans l'autre partie, on va les mettre à 6 mois. Nous avons multiplié les rejets de bananes qui vont produire cette fois-ci des fruits excellents. Une fois qu'on enlève le tuyau que vous voyez là-bas, là, l'eau va sortir d'ici. On a 2 manières de vider le bassin. Soit on va mettre la pompe à l'intérieur, soit on va enlever le tuyau là et l'eau va sortir par là. Et si l'eau sort par là, on va utiliser cette eau là pour arroser les bananiers. Mais si on met la pompe, cette eau là, on le met dans le réservoir que vous voyez là-bas pour arroser les serres. Et on a mis des associés aussi qu'on appelle Veteria. Et c'est des plantes qui apportent de l'azote et qui ont une capacité de rétention de matière organique qu'ils distribuent. C'est comme ça qu'on les appelle les plants miraculeux. Donc on les met entre les bananes et tout pour voir le rôle qu'il va jouer. On a mis ces rigoles là pour permettre de l'eau de partir beaucoup plus loin jusqu'à ce qu'il arrive au niveau des bananiers là-bas. On a mis un peu de paille pour éviter l'évaporation de l'eau. Donc, on ne se focalise tellement de copier-coller de Google, ce qu'on nous a appris à l'école qu'on applique. Non, on essaye d'améliorer par rapport au local. C'est pourquoi vous voyez les rejets de bananes s'en vont tout doucement, mais prochaine fois, dans 6 mois, vous verrez des fruits de bananes bio. Parce que quand c'est humide, en présence du soleil là, l'eau va s'évaporer. Donc si on met du paille, on va éviter l'évaporation. Et si on met du paille aussi, on va éviter que l'eau en partant là, il va amener du sable. Donc c'est une pratique un peu agroécologique. Ici, il n'y a pas d'apport chimique du tout. On les a plantés, on arrose avec l'eau du bassin piscicole, on arrose avec tout ce qu'on a localement. Et dans le poulailler, on prend les fumiers de poulet, etc., etc., pour apporter ça à nos bananes. Je pense qu'on a une capacité de montrer des exemples terre à terre. Bonjour, je m'appelle Yali Diouf, je suis technicien supérieur en agroécologie et ingénieur en développement local. Je suis titulaire d'un DUT en agroécologie et d'un master
2 en développement rural et coopération décentralisée et d'un Master 2 en ingénierie du développement local. Je suis devant une petite serre de 60 à 70 mètres carrés que j'appelle le labo de la ferme. Nous essayons d'expérimenter quelque chose à petite échelle. Malheureusement, vous avez trouvé vide parce qu'il y avait des concombres. Mais nous y vont vers les tomates cœur de bœuf, par exemple. Il faut signaler que la restauration des terres ici au Sénégal ne peut se faire que par des bonnes pratiques agricoles, à savoir l'utilisation donc du compost, des matières organiques pour la restauration des terres et la réduction donc du travail du sol, c'est-à-dire la réduction du labour. Et on essaie toujours ici à petite échelle avant de faire des grandes échelles. Vous voyez dans ma main un potiron que nous avons cultivé et qui n'a pas besoin d'engrais chimiques du tout. Il faut aussi l'association culturelle et la rotation culturelle. On n'a pas aucun apport chimique dans cette histoire. Il n'y a que la poubelle, il n'y a que les déchets organiques à valoriser. Tout ceci dans le but donc de préparer nos formations aux GIE et aux producteurs. Donc, nous essayons petit à petit et aussi nos bénéficiaires de formation, on leur demande toujours de ne pas commencer à grande échelle. Il faut aller pas à pas et quand on a compris, on peut faire tout ce qu'on veut. Plus tard, vous verrez dans les grandes serres de 200 mètres carrés, qu'est-ce qu'on a fait. La restauration de ces terres-là va entraîner ce que l'on appelle l'augmentation des rendements agricoles. Et l'augmentation des rendements agricoles-là va entraîner l'autosuffisance alimentaire et l'augmentation des revenus, d'où l'amélioration du niveau de vie des populations, des GIE, donc qu'on doit encadrer. Un protocole de citronnier et qui sera adjoint à d'autres agrimes comme pamplemousse, comme mandarine, qu'on appelle tangelo, qu'on a pu développer dans le sud du pays, en Casamance. Ici, notre but, c'est de faire de l'arboriculture. Entre les arbres fruitiers, entre les agrimes, on cultiverait des spéculations de maraîchage. Le piment, le poivron, etc. On a trouvé qu'il y a de l'ombre et il y a moins de vent. Ça joue un rôle de brise-vent. Donc, c'est ce qu'on appelle les cultures associées d'une autre façon. Et si ces GIE-là respectent les pratiques qu'on va les enseigner, il est fort à parier qu'ils vont sortir donc du gouffre de la pauvreté donc, et de la malnutrition de leurs enfants. Nous avons travaillé, vous voyez, ces citronniers sont âgés de 2 ans, 4 mois et ils commencent à en produire. Et nous, on fait des cuves, on paille et on essaie d'arroser avec des eaux usées. Parce que les pères de famille auront un revenu pour pouvoir amener leurs enfants à l'école, pour pouvoir satisfaire les besoins sociaux de base, pour pouvoir avoir accès donc à l'alimentation, à la santé et à l'éducation. Même les eaux de linge, après que les femmes fassent le linge, nous récupérons cette eau pour pouvoir arroser parce que le citronnier est la femelle la plus féconde au monde. Du moment qu'elle a des micro-éléments, de l'humus, etc., il continue à produire toute l'année. Vous voyez le maïs, c'est trop petit à vos yeux pour les gourmands qui veulent des grandes surfaces. Non, nous essayons toujours à petite échelle et voir les substrats qu'on a apportés, les apports organiques, etc. Donc, ça suit une ligne logique d'un protocole. Et alors, on commence aussi à parler aux femmes comment faire des jus de citron derrière, parce que n'oubliez pas qu'il y a une maladie qui gagne le monde, particulièrement l'Afrique, c'est le diabète. Il faut prendre par l'alimentation comment soigner le diabète. Les gens se permettent de se piquer en longueur de journée, ils ne savent pas quelle heure, quelle dose, et ça crée que d'autres maladies, ça excite encore d'autres maladies. Nous essayons de soigner tout à partir d'un exemple patent. Ce n'est que 2 lignes, mais ça peut faire du brise-vent, ça peut permettre aux maraîchers de vendre du maïs en pleine saison sèche. Tout le monde va sauter dessus parce que le maïs a des valeurs nutritives extraordinaires. Ici, nous avons apporté même de l'eau recyclée des peaux d'animaux dans une petite usine où les gens travaillent les peaux d'animaux pour les transformer en ceinture ou en sac. Nous avons récupéré cette eau qu'on a diluée, qu'on a mis. Et vous voyez, le maïs se comporte très bien. Ici, nous sommes devant des plantes de pois d'Angole.
Ce que je disais tout à l'heure, le fait d'échanger, le fait de coopérer, c'est incontournable dans un travail. Nous avons fréquenté les protestants de Berseba qui ont une ferme et qui développent ces pois d'Angole qui sont légumineuses, qu'on met avec d'autres légumineuses comme le moringa, comme le niébé, autrement dit les haricots brésiliens. Et à côté, on a mis par aventure de nos recherches dans l'Internet une comme ça qu'on appelle atmosphérique, autrement dit les paratonnerres. On l'a installé à 6 mètres de haut, on a mis une file galva et à travers cette file galva, on a pris des petites fils qui traversent les sacs des concombres que vous allez voir derrière. C'est pour s'adhérer à l'électroculture. Avec ça, on fermente ça avec des fumiers d'animaux, soit poulet, soit vache, et on a pris même des pipis de vache qu'on a mis. Et le Pirella a joué un rôle prépondérant dans notre activité. Donc, on le plante ici, c'est pour convaincre les futurs visiteurs, les futurs agriculteurs, les groupements d'en faire autant chez eux pour ne pas pleurer. Oui, on n'a pas d'urée, on n'a pas 10-10-20, on n'a pas de l'azote, on n'a pas ceci, alors qu'on a auprès de nous. Mais, faute de compréhension ou de sensibilisation, les gens pensent que l'agriculture, c'est quelque chose de lourd. Non, il faut réfléchir tout autour de ton milieu. Pailler, mettre beaucoup d'arbres là-bas pour avoir de l'agroécologie purement simplement. L'électroculture qui est anciennement utilisée, mais qui avait des vertus positives. Et avec la carrière aussi, on a essayé d'analyser des basaltes ce matin avec nos partenaires sociaux qui sont venus nous aider techniquement comment faire pour utiliser ces genres de basalte à l'air incorporé. Éviter à tout prix de la chimie dans cette chaleur, dans ce réchauffement climatique, dans cette pollution mondiale. Il faut éviter à tout prix d'arriver à une catastrophe. Vous voyez les fils galva qu'on a traversé les sacs sont venus de l'antenne et ils ont traversé le sac tout au bout. Et on a orienté l'antenne à nord-sud géographique avec une boussole. On apprend tout ça. Hein. C'est des techniques qui existent et que nous n'avons pas apprises à l'école, mais nous sommes en train de voir comment améliorer notre niveau par rapport à la matière locale. Ce qui nous a poussé, autrement dit, mon initiative d'acheter ça, c'était pour permettre aux jeunes, pour leur dire tout ce qui est récupérable peut être transformé. Et non seulement aussi, vous verrez à travers la serre, tout ça, c'est des tuyaux galva. C'est juste pour essayer de voir le phénomène de la récupération, autrement dit, de l'électroculture. Nous sommes en train vraiment d'avancer avec ça et ça ne coûte pas grand-chose. Maintenant, nous récupérons tout et on essaie de valoriser. Ici, le bâtiment que j'ai construit avec mes amis, mes collaborateurs, c'est dans le but de mettre un petit restaurant qui accueille des groupes qui viennent manger, mais tout ce qui est produit à la ferme. On ne veut pas manger ce qui vient à l'extérieur. Même on fera des jus locaux à vertu de nos fruits, des jus de citron, des jus de papaye, etc., pour que les gens découvrent la valeur de la nourriture. Ici, nous sommes dans une serre de 200 mètres carrés. Ce que je vous disais précédemment, nous commençons rien à grande échelle. Nous commençons à petite échelle. Là-bas, vous aviez une serre de 60 à 70 mètres carrés. Ici, nous sommes dans une serre de 200 mètres carrés dont scientifiquement, si un calendrier culturel est très bien développé, nous pouvons récolter la même quantité qu'un hectare en plein air en remplaçant une spéculation par une autre surplanification. On a carbonisé les balles de riz et les déchets de maïs. C'est pour augmenter la vie biologique de la terre. Et tout ça, c'est des agrégats qu'on jetait partout, qu'on ne valorisait pas. Donc, c'est pourquoi ce restaurant est construit et il y aura un truc de biogaz derrière et il y a une petite boulangerie construite là pour faire que le pain local. Donc, nous sommes vraiment dans le but de rationaliser ce que nous avons. C'est ça le but. Que les gens arrêtent de jeter, de créer des poubelles, alors que derrière ces poubelles, il y a une fortune, il y a une valorisation où l'humain peut vendre l'humain peut vivre sans penser à une grosse économie. Chacun peut vivre d'une façon modeste. Maintenant, vous êtes devant des tomates qui viennent d'être repiquées, même pas 10 jours, et vous voyez qu'ils se tiennent debout, qu'ils se tiennent bien avec non seulement notre sol vivant, mais nous avons mis en paillage le riz carbonisé. C'est cette couleur noire que vous voyez, c'est des balles de riz, mais maintenant, nous sommes arrivés à l'intégrer dans les composts, nous sommes arrivés à en utiliser comme un petit paillage tout autour des citronniers, tout autour des tomates, et des concombres que vous allez voir plus tard
que vraiment il y a des choses à faire. Et les jeunes doivent s'intéresser à ça pour créer une petite entreprise, fabriquer des composts et le revendre aux maraîchers. Tout ça, c'est notre but. Exciter les jeunes à voir que tout autour d'eux, il y a des choses à valoriser. Des trucs d'arachide, les poudres d'arachide qu'on a décortiquées, qu'on carbonise tout. Et c'est ça qu'on essaye. Maintenant, nous sommes rendus compte que ici, on a mis tout le nécessaire. Et n'oubliez pas que derrière, il y a un bassin piscicole avec lequel on a mis une petite pompe solaire pour remplir le château d'eau ou le fût derrière pour ouvrir ça le soir en goutte à goutte. On n'arrose jamais en plein soleil chez nous. On fait ça que le soir. Et vous voyez l'ombrage aussi, c'est très intéressant de voir ça parce que ça permet d'avoir de l'ombre de ce côté pendant un certain temps et de l'autre côté pendant un certain temps. Donc, on crée un microclimat. On a jeté par terre aussi des coques d'arachide pour que comme ça prend de l'humidité, si ça prend l'eau, ça fait un microclimat. Une parcelle d'un quart d'hectare d'oignons bio qui est prévue cette année. Nous avons déjà fini les pépinières et on a commencé à faire des labours légers. On ne veut pas des labours profonds pour tuer le micro-organisme de la terre. Et nous allons apporter des apports organiques. Et l'année passée, on l'a fait. C'était extraordinaire. Dans une petite parcelle, on a eu un rendement intéressant. Ici, nous sommes devant un poulailler d'une capacité de 1500 sujets. Mais par mesure de prudence, on a commencé tout petit d'abord pour la première génération et la deuxième génération pour éviter d'avoir une perte incroyable d'investissement. Et tout ça, c'est local. Il faut faire de l'alphabétisation fonctionnelle, si c'est possible, pour pouvoir au moins orienter les femmes qui se disent maraîchères ou les hommes, les groupements, comment ils peuvent se tenir debout, qui est responsable de la carbonisation, qui est responsable de la fertilisation, de biofertilisants et de biostimulants. Cette fois-ci, vous voyez qu'un petit tracteur, micro-tracteur est passé. Nous allons bionner pour pouvoir mettre ici de l'oignon et inviter les autres agriculteurs à nous visiter pour s'adhérer à la coopérative et de la façon, les stratégies à faire. Alors, on les a croisés aussi, le poulet local, poulet Goliath, etc. Et ils ont commencé à mettre beaucoup d'œufs en place et nous aimerions faire une petite couveuse pour faire nos propres poussins dans l'avenir. On les a laissés aussi se promener dans les balles de riz. Comme ça, ils ont de quoi jouer, ils ne se stressent pas. Donc, c'est tout local. Et on a essayé de donner 2 à manger avant-hier, mais les gens nous demandaient, le goût est extraordinaire. Voilà le but de la coopérative, c'est de les convaincre par l'exemple. On cherche 50 000 personnes cette année à raison de 10 € par personne. Ça ne fait rien à personne. Et on va acheter du matériel agricole mutualisé. On va construire des bâtiments où stocker leurs oignons. Parce qu'ils bazardent leurs oignons tout de suite. Dès qu'ils récoltent, ils entendent le prix du marché, c'est vendu. Et après, on attend l'oignon venant de l'étranger. J'ai lu beaucoup de livres dans la vie des grandes têtes. L'abbé Pierre, quand je lisais ces livres, je ne m'arrêtais pas. Parce que je voyais comment il a commencé avec Emmaüs jusqu'à mendier dans la rue. J'ai dit donc, moi, c'est pas mal ma direction. Comme l'abbé Pierre qui était grand, qui a laissé quelque chose de grand derrière lui avant d'aller au ciel, et a commis des erreurs, a été critiqué, a été farouchement attaqué, donc je n'hésite plus. Et si des écoles agricoles peuvent coopérer avec nous ou des individuels qui ont travaillé, nous sommes prêts à les accueillir. On les fait nourrir avec tout ce qui est local, déparasiter avec tout ce qui est local. On a mis les tourteaux de Nîmes dans l'eau et ça va. On a mis le moringa brouillé avec l'eucalyptus. On a tamisé l'eau qu'on a mis là pour les déparasiter. Donc, on a pris la précaution de les accompagner sans aucun antibiotique pendant leur cycle d'ici. Donc, si vous pouvez nous aider à cette publication, parce que je veux vraiment un tracteur équipé et tout, parce que pour être grand, il faut accepter tout, de rencontrer toutes les figures, tous les êtres humains dans la vie qui ont leur vision propre. C'est ça qui fait que je suis vraiment heureux, j'essaie de payer ma dette sociale jusqu'à aller voir le Seigneur. C'est ça ma vie. Mais soyez rassurés, le compte est déjà ouvert au Crédit Agricole, au nom de l'ONG, parce que je ne veux pas mourir, quelqu'un qui est mort ne peut pas parler. Je ne veux pas que mes parents sautent dessus. Je veux prendre la précaution. Et d'où j'ai tendu la main à une église parfaite. Comme quoi que s'il y a truc, quelqu'un n'a qu'à continuer. Donc mon président conseil d'administration est un prêtre que vous voyez même à la télé sénégalaise, qui sensibilise tout le monde, qui parle mieux le Coran que les musulmans. Donc, parce que lui, il fait dialogue islamo-chrétien. Vous n'avez jamais vu des conflits de religieux ici chez nous. Il n'y aura jamais.
J'ai commencé par d'autres projets sociaux. J'ai construit des logements sociaux grâce à la Fondation L'Abbé Pierre, grâce à des volontaires belges, etc., grâce à l'appui suisse à l'époque de Fondation des fonctionnaires suisses. Tout ça pour loger les autres. Mais je me suis retrouvé, je suis dans une direction d'assistanat. Je ne pourrais plus freiner ça. Aujourd'hui, par exemple, si nous regardons notre cartographie ou notre banque de données, il y a plus de 150 jeunes qui ont bénéficié du système en parrainage pour aller en formation. Les autres, pour devenir étudiants ou quelque chose comme ça, ils ont réussi la vie. Je pensais que tout le monde retourne vers ces villages pour créer ce qu'on appelle les comités villageois de développement. Pierre a dit, il y avait un grand incendie et il y avait le petit oiseau qu'on appelle colibri qui venait prendre des gouttes d'eau et qui jetait ici pour éteindre le feu. Et le tatou lui a dit, mais colibri, tu es normal toi? Ah, il dit, je fais ma part. Ça, c'est dans le monde actuel, au jargon qu'il faut. Chacun n'a qu'à faire sa part, quelle que soit la taille.